Hier, au Caire, Bonaparte rêvait de reprendre le flambeau d'Alexandre. Aujourd'hui, il se glisse dans les pas d'Hannibal. 2500 mètres d'altitude. Pour traverser les Alpes, ils tiraient les affûts de canon sur des troncs d'arbres creusés comme des canoës. La route est enneigée, le col couvert de glace. Il ne faudra pourtant que 6 jours aux Français pour passer de l'autre côté des Alpes. Le matin du 14 juin, voici les Français face aux Autrichiens. À Marengo, à moins de 100 km de Milan. Les combats sont violents. Les Français déplorent plus de 6000 tués et blessés, mais les pertes autrichiennes sont du double. La France a gagné au point. Mon pouvoir dépend de ma gloire, et ma gloire repose sur mes victoires. Bonaparte cité par Roederer. Dans les mois qui suivent, l'Autriche, puis l'Angleterre acceptent de négocier la paix. Ça fait 6 mois seulement que Bonaparte est au pouvoir. Et il y a toujours des gens en France qui ont vu passer beaucoup de régimes politiques qui duraient 1 an et qui se disent que pour l'instant Bonaparte, ça peut être quelque chose de très court. Après Marengo, ce n'est plus tout à fait la même chose. Bonaparte devient vraiment, dans l'opinion publique et aussi dans l'opinion de la classe dirigeante, quelqu'un qui va durer. Bonaparte va profiter de cette embellie pour consolider son pouvoir. La Constitution est à nouveau amendée pour le nommer consul à vie, avec des pouvoirs qui en font un monarque sans le titre. D'une certaine manière, Bonaparte incarne quelque chose de rassurant. L'autorité suprême d'un chef, d'un personnage charismatique. Il se retrouve dans un système qui est finalement beaucoup plus rassurant pour le contexte de l'époque que la démocratie. Il est temps de montrer au monde qu'on peut être un soldat et aussi un bâtisseur. Bonaparte a décidé de transformer la capitale et d'en faire, dit-il, la plus belle ville ayant jamais existé. Et il ne se contentera pas d'embellir Paris. Les réformes qu'il lance dans tous les domaines, juridiques, politiques, économiques, sont d'une ampleur impressionnante. La France va complètement se réorganiser en 2 ans. Quand il prend le pouvoir en France, il arrive avec une idée complète de ce que doit être un pays moderne. Je voulais tirer la France de l'abîme où l'avait plongé l'impéritie du Directoire et la Révolution. Je me sentais fort du bien que je voulais faire, du besoin qu'elle avait de moi et de la confiance que m'inspirait cette généreuse nation. Napoléon cité par Colincourt. Il s'intéresse aussi aux arts plastiques et à la musique. Les plus grands esprits européens, Goethe, Hegel, Byron, Beethoven, célèbrent la gloire du premier consul, incarnation des idéaux et des espoirs de la Révolution. Il faut comprendre le prestige de Bonaparte. Il est l'équivalent pour l'Europe de ce qu'a été Washington pour les États-Unis. Rédigé pendant le consulat, le Code civil est l'élément essentiel de la politique d'ordre et de sécurité que le premier consul veut établir. Les droits et les devoirs des citoyens. Ça, c'est une invention de la Révolution. Mais il n'y avait pas un texte central. Il fallait que ces droits et les devoirs du citoyen donnent naissance à un grand système
social, juridique, social, pour permettre à la société de fonctionner. Dès 1801, Bonaparte décide de rétablir une paix religieuse fortement troublée pendant la Révolution et il négocie et signe avec le pape un nouveau concordat. Ma politique est de gouverner les hommes comme le grand nombre veut l'être. C'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte. Si je gouvernais un peuple de juifs, je rétablirais le temple de Salomon. Déclaration au Conseil d'État. Le premier consul, en gouvernant habile, sait admirablement se servir des récompenses publiques et le prouve en créant la Légion d'honneur. Jamais depuis les couronnes de chêne des anciens Romains, une récompense publique n'avait été distribuée avec autant de sagacité et n'avait compté parmi ses membres une aussi grande proportion de gens de mérite. Stendhal, Napoléon. Mais à côté de la carotte, il y a aussi le bâton, d'où l'importance donnée à la police. L'empereur avait 5 polices différentes qui se contrôlaient l'une l'autre. Celle du ministre, du premier inspecteur de la gendarmerie, du préfet de police, du directeur des postes. Enfin, la police secrète aboutissant directement à l'empereur. Et son ministre Fouché avait des espions jusque parmi les maréchaux. Stendhal. Vous allez dans un salon, il y a une mouche. Vous allez dans une maison où les filles sont faciles, il y a une mouche. Vous allez au restaurant, il y a une mouche. Il y a partout des mouchards de la police. On vous écoute. Il n'y a impossibilité de s'exprimer, sauf si Napoléon le veut bien. La presse, elle est jugulée. Il tient la presse. Il y avait 70 journaux à Paris en 1799 et il n'y en aura plus que 4 en 1814. Depuis que Bonaparte règne sur la France, Joséphine a dû accepter d'assumer les obligations d'épouse du premier consul. Elle s'en acquitte avec grâce, mais préfère de beaucoup au luxe des palais nationaux, la douceur et le charme de la malmaison. Bourreau de travail, Bonaparte a bien peu de temps à consacrer aux loisirs. C'est à la malmaison qu'il le passe. C'était un peu le havre de paix de Bonaparte. Il pouvait arriver chez sa femme et y retrouver une espèce d'équilibre, de calme. C'était une femme extrêmement douce. Et ça, c'est très important pour Napoléon. C'était l'anti-Napoléon. Lorsqu'arrive l'année 1804, Bonaparte a 35 ans. Il règne en monarque aussi absolu que Louis XIV, mais il lui manque la couronne, et il décide qu'il la lui faut. Il veut être roi. Il pense que la position de la France dans le monde fait d'elle un empire, dont Napoléon Bonaparte doit être l'empereur. Ça le mettrait sur un rang équivalent à celui des autres grands monarques d'Europe. Il ne serait plus un parvenu, mais un membre du club. Avec son pouvoir de premier consul, il semble avoir entre les mains l'autorité suprême. Oui, il a tout. Sauf quelque chose d'important, la pérennité, la durée. S'il meurt, tout ce qu'il a fait tombe. Enfin, l'Empire veut donc assurer cette pérennité de son œuvre, mais c'est surtout par là le moyen de dire les transformations qui ont eu lieu en 1789 sont irréversibles. Dans la matinée du 2 décembre 1804, un imposant cortège se dirige vers Notre-Dame. Un Senatus Consulte a soumis au vote de la nation, qu'il a massivement approuvé, la proposition suivante. Le gouvernement de la République est confié à un empereur.
Napoléon est empereur héréditaire des Français. Aussitôt qu'un homme devient roi, il ne fait plus partie du commun des mortels. J'ai toujours considéré qu'Alexandre le Grand avait fait preuve d'une grande clairvoyance politique en prétendant descendre des dieux. Bonaparte. Malgré le froid, des milliers de spectateurs enthousiastes se sont massés sur le passage du cortège et devant la cathédrale. Les tapisseries et les étendards dont ses piliers et ses murs sont recouverts font plus penser à la scène d'un théâtre profane qu'à un sanctuaire chrétien. Bonaparte tient à ce que son couronnement soit consacré par l'Église. Pour cela, pas de meilleur moyen que la présence du pape. Il a le coup de génie de faire venir à Notre-Dame de Paris le pape, qui lui donne en quelque sorte le sacrement. C'est Dieu qui indique que désormais les transformations de 89 demeureront à jamais établies. À pas compter, Napoléon et Joséphine vont se diriger vers les deux trônes qui les attendent. Les frères de l'empereur l'entourent pour l'aider à porter le manteau impérial rehaussé d'or et de pierres précieuses et qui pèse près de 40 kilos. 10 ans plus tôt à peine, les Français ont guillotiné leur roi. Les voilà qui couronnent un empereur. Prenant sa couronne des mains du pape, il la place sur sa tête. Puis, se tournant vers Joséphine, il la couronne impératrice. Je suis l'instrument du destin. Celui-ci se servira de moi aussi longtemps que j'accomplirai ses desseins. Puis, il me brisera comme du verre. Mal à se réchauffer, tandis que retentit un tédéum chanté par des centaines de choristes. L'événement qu'on célèbre est d'importance. En ce 2 décembre 1804, Napoléon va être sacré empereur des Français. Porté par la vague révolutionnaire, le petit officier corse a volé de victoire en victoire, jusqu'à devenir l'égal des Césars. À ses côtés, pour partager sa gloire, la femme qu'il a éperdument aimée. Le trône en lui-même n'est qu'un assemblage de quelques pièces de bois recouvertes de velours. Le trône, c'est un homme, et cet homme, c'est moi, Napoléon. Devant la foule qui se presse, il monte les marches de l'autel et se saisit de la couronne. J'ai trouvé une couronne dans le ruisseau. J'ai essuyé la boue qui la couvrait et l'ai mise sur ma tête. Napoléon, cité par Stendhal. Au moment où Napoléon s'est couronné empereur, la France et l'Angleterre sont à nouveau en guerre depuis le 18 mai 1803. Protégée par sa toute-puissante marine, l'Angleterre a osé défier le brillant général en dénonçant la paix d'Amiens signée 1 an plus tôt. L'Angleterre a été l'âme de cette ligue permanente contre la France, qui n'a cessé d'exister depuis 1793 jusqu'en 1815. Mémorial de Sainte-Hélène.
Il y a toujours un profond antagonisme entre la mer et la terre, entre la force du continent représentée par Napoléon et la force de la mer et du commerce international représenté par l'Angleterre. C'était forcé que la guerre reprenne entre l'Angleterre et la France. D'un côté, la flotte britannique et le fameux amiral Nelson, de l'autre, l'armée française, avec à sa tête son invincible général. Napoléon a pensé que s'il parvenait à traverser la Manche, ses chances étaient excellentes. Et il avait sans doute raison. Nous n'avions pas d'armée et lui paraissait invincible. Il disait que je sois maître de la Manche pendant 6 heures et je serai le maître du monde. Pour les Anglais, il n'y a pas de limite aux prouesses de Napoléon. Il est aussi bien capable de voler au-dessus de la Manche que de creuser un tunnel pour passer en dessous. Bonnie le croque-mitaine peut débarquer à tout moment. Les caricatures de lui dans les journaux étaient abominables. Lui, c'était le m'as-tu vu corse, et Joséphine, une on a tout vu d'elle. On le présentait comme un nain osant défier la puissance britannique. Et en même temps, les mamans faisaient peur à leurs enfants en les menaçant de bonnie s'ils ne faisaient pas leur prière. Mais s'il y a une difficulté, où trouver les navires capables de neutraliser la flotte anglaise le temps que son armée traverse la Manche? D'ailleurs, Napoléon aurait dit plus tard, « Partout où j'allais, je trouvais devant moi la marine britannique. » Et en août 1805, il comprend que l'invasion de l'Angleterre n'est pas possible. Et à la fin de l'été, après avoir passé ses troupes en revue, il donne l'ordre, à la surprise générale, d'abandonner le camp de Boulogne pour se diriger vers l'intérieur du continent. Les hostilités, en effet, ont repris. L'Autriche et la Russie ont rejoint l'Angleterre dans la guerre, et une armée russe, forte de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, fait route pour s'unir aux Autrichiens. Il faut faire vite pour aller à leur rencontre. Ces mois d'inactivité ont donné aux troupes de Napoléon l'envie de se battre à nouveau. Supérieurement entraînée, formée de soldats qui ont fait les campagnes d'Italie et du Rhin, cette armée mérite bien son nom de grande armée. Les grognards, comme Napoléon aime à les appeler, sont d'exceptionnels combattants, et ce qui est peut-être mieux encore, des marcheurs increvables. Le petit caporal a inventé une nouvelle façon de faire la guerre au roi. Il se sert de nos jambes, plutôt que de nos baïonnettes. Un soldat de la Grande Armée. Ces hommes pouvaient marcher une 50aine de kilomètres par jour. Ils marchaient 4 heures, s'arrêtaient, puis remarchaient 4 heures avant de s'arrêter à nouveau. Ils se procuraient leur nourriture en chemin, donc ils n'étaient pas ralentis par de lourds convois d'intendance. La troupe a un moral à toute épreuve, dû en grande partie à la popularité de Napoléon auprès des soldats, ce fameux culte de l'empereur. Quand il est en inspection ou sur un champ de bataille, il est capable de savoir de mémoire quel officier doit commander quel régiment, quelle division ou quel bataillon, et de demander pourquoi cet officier-là n'est pas là alors qu'il devrait être là.
Quel est l'homme le plus courageux de cette unité demanda-t-il un jour. Et il a dégrafé la Légion d'honneur qu'il portait sur son uniforme pour l'épingler sur la poitrine du soldat. Vous imaginez ce qu'on a raconté dans toute l'armée. La présence de l'empereur, la simplicité de sa tenue, la bonhomie naturelle de son attitude, tout cela galvanisait la troupe. L'art de la guerre, Général Venty. L'image du petit caporal va devenir célèbre bien au-delà de son armée et se répandre dans l'Europe entière. Avec sa petite redingote et son chapeau, il crée là un personnage simple, austère, mais très reconnaissable. Napoléon demandait beaucoup à ses hommes, mais jamais autant que ce qu'il exigeait de lui-même. Il lui arrivait de monter à cheval jusqu'à 10 heures de suite sans descendre de sa monture, même pour se nourrir. Durant ses campagnes, il couchait sous la tente ou à la Belle Étoile, au lit à 8 heures et debout 4 heures plus tard, pour dicter ses ordres ou écrire à Joséphine, lui dire qu'il n'existe pas d'autre femme pour lui, ou encore à quel point il l'aime et la désire. Arrive l'automne. L'armée de Napoléon se dirige à marche forcée vers l'Autriche, où Russes et Autrichiens s'apprêtent à faire jonction. Les deux armées coalisées ont une supériorité numérique énorme, près de 2 pour 1. The Russians and the Austrians thought that they would lick him. Russes et Autrichiens sont sûrs de n'en faire qu'une bouchée. Dès qu'ils l'auront à leur portée au cœur de l'Europe, ils l'écraseront. C'est mal compté avec la rapidité d'exécution de Napoléon. Il va miser sur la distance qui sépare encore les deux armées et attaquer d'abord les Autrichiens. Il franchit le Danube pour prendre à revers l'armée du général Mack à Ulm. Coincé contre le fleuve, celui-ci décide de faire face et il est encerclé. Les Français font 27 000 prisonniers, une armée entière, la moitié des troupes dont dispose l'Autriche. L'empereur s'adresse aux généraux autrichiens vaincus. Messieurs, votre maître me fait une guerre injuste. Je donne un conseil à mon frère, l'empereur d'Allemagne, qu'il se hâte de faire la paix. Rien ne s'interpose plus entre Napoléon et Vienne. J'ai été, ma bonne Joséphine, plus fatigué qu'il ne le fallait. 8 jours, toute la journée, l'eau sur le corps et les pieds froids m'ont fait un peu mal. J'ai rempli mon dessein. J'ai détruit l'armée autrichienne par de simples marches. Adieu, ma Joséphine. 1000 choses aimables partout. Napoléon. Napoléon a fait route à une vitesse prodigieuse. 200 000 hommes ont parcouru 850 km à pied en 40 jours. Et une bonne moitié de l'armée autrichienne est détruite. Le 14 novembre 1805, Napoléon entre dans Vienne que François II a fui à la hâte. L'empereur s'installe en maître au palais de Schönbrunn et fait parader ses troupes dans les rues de la ville. Il est la liberté triomphant de l'autocrate autrichien. Mais le charme est rompu. Ceux qui ont porté au nu le premier consul dénoncent aujourd'hui le tyran. L'empereur Napoléon n'est rien d'autre qu'un mortel ordinaire. Il piétine les droits de l'homme et il est devenu un despote. Ludwig van Beethoven. Lorsque Napoléon a décidé de se faire empereur, Beethoven a dénoncé en lui le personnage finalement vulgaire qui faisait comme tout le monde et qui s'abaissait en somme au niveau d'un souverain ordinaire. Beethoven se prend à regretter d'avoir dédié à Bonaparte sa 3e symphonie et il efface lui-même de la partition le nom du premier consul.
Quelle apothéose pour Napoléon quand on lui a remis les clés de la capitale autrichienne. Mais ce triomphe était une victoire à la Pyrrhus. La France subissait au même moment une défaite aux conséquences incalculables. Le 21 octobre 1805, l'amiral Nelson a remporté à Trafalgar une bataille navale décisive contre la flotte franco-espagnole. Nelson mourra au combat, mais si l'Angleterre a perdu le plus grand de ses marins, elle a établi ce jour-là une suprématie navale que la France ne sera plus jamais en mesure de lui contester. Pour l'heure, Napoléon a d'autres soucis. Malgré sa victoire récente à Ulm, sa position n'est pas des plus favorables. Isolé au cœur de l'Europe, il risque d'être victime de l'audace même dont il a fait preuve. L'hiver arrive, on est en novembre, il fait froid. La population tout autour est hostile. Les Russes seront bientôt là pour appuyer les Autrichiens. Et à 1600 km de Paris, les approvisionnements sont difficiles. Le continent européen est comme un énorme piège prêt à se refermer sur la Grande Armée. La Prusse est sur le point d'entrer en guerre à son tour, et le 22 novembre, les armées russes et autrichiennes ont enfin fait leur jonction. Ils sont désormais 90 000 contre 75 000 Français. Tout individu sensé aurait abandonné et essayé de trouver un arrangement. En fait, il n'y avait que deux possibilités, reculer ou avancer. Napoléon ne reculait jamais. Alors il s'est dit, allons-y pour encore une bataille. Nous sommes dans les derniers jours de novembre. Napoléon, qui a relu le récit des campagnes de Frédéric II, reconnaît le terrain, étudie les cartes et choisit très précisément l'emplacement où il va livrer bataille. Un terrain vallonné près du village d'Austerlitz, avec un plateau entouré de bois et d'une zone marécageuse. L'armée russe compte 70 000 hommes commandés par le tsar en personne. À 28 ans, Alexandre Ier possède toute la fougue de la jeunesse et il rêve de la gloire que lui procurerait une victoire sur l'invincible Napoléon, le dieu de la guerre en personne. Il y a un côté mystique chez lui et il a l'idée que le destin lui a donné une mission à remplir et d'organiser l'Europe et de vaincre la Révolution. Et ça lui donne une certaine force, mais ça lui donne aussi, ça risque de le pousser à l'imprudence. Napoléon sait que s'il parvient, malgré son infériorité numérique, à pousser le tsar à l'attaquer où et quand il le veut, il a une bonne chance de l'emporter. Napoléon sait que les ennemis savent qu'il est en situation difficile. Donc il va exploiter, c'est un peu comme le judo, il va exploiter cette faiblesse apparente pour la retourner contre l'ennemi. Il va faire croire à l'ennemi qu'il a peur. Le champ de bataille choisi par Napoléon est dominé par une hauteur qui s'élève en pente douce, le plateau de Pratzen. Si je voulais contenir l'ennemi, c'est là que je prendrais position. Mais ce ne serait qu'une bataille ordinaire. J'entends obtenir un succès définitif. Napoléon a son état-major. Sa manœuvre sera